Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live consacré à l'approche Sneuze-Hélène en petite enfance. Je suis Sidonie Filion, je suis psychomotricienne. Ça fait 15 ans que je travaille dans la petite enfance et du coup j'ai pu depuis à peu près appliquer Sneuze-Hélène au sein de plusieurs multi-accueils et en halte garderie également. Et je suis formatrice Sneuze-Hélène spécialisée dans la petite enfance. Je vous souhaite une très belle journée. Ici, donc, je me suis dit que j'allais profiter de ce confinement, de ce moment un peu où on revient sur soi pour pouvoir faire le point et pour pouvoir clarifier un peu ce qu'était Sneuze-Hélène en petite enfance, pour pouvoir un peu plus vous aiguiller et vous expliquer un peu ce que c'est. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses fausses et de mauvaises croyances. C'est pour ça qu'il me semblait important de clarifier. Donc, cette vidéo va durer à peu près 25-30 minutes. J'avais envie de vous présenter un petit peu ce qu'est Sneuze-Hélène et aussi ce que ça n'est pas, pour un peu faire évoluer vos représentations et répondre aux quelques questions qui m'ont été posées. Je pense que je vous proposerai un autre live jeudi prochain à la même heure. Déjà, bienvenue à tous ceux qui sont là et n'hésitez pas à re-regarder la vidéo en rediffusion sur cette page. Et si vous avez des remarques ou si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à mettre des petits commentaires. Ça me permettra de faire évoluer le contenu. Donc, Sneuze-Hélène est à la mode ces derniers temps dans le milieu de la petite enfance, aussi bien en crèche, en halte garderie, en maison d'assistante maternelle, en micro-crèche et aussi auprès des assistantes maternelles. C'est une bonne chose et en même temps ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent Sneuze-Hélène comme une nouvelle activité, comme une nouvelle chose à exploiter, comme l'a été les plateaux Montessori ou comme peut l'être aussi la communication gestuelle associée à la parole. Je dis bonjour à tous ceux qui me saluent à travers le chat. D'ailleurs, si vous avez des questions en cours, je les noterai et j'essaierai d'y répondre, ou alors la semaine prochaine. Donc, il y a un certain engouement en Sneuze-Hélène. Malheureusement, on commence à mettre en place des choses en achetant du matériel et on en a de fausses représentations. C'est pour ça qu'il m'était indispensable de pouvoir un peu remettre les choses à plat. Donc, qu'est-ce que Sneuze-Hélène et d'où ça vient ? Alors, Sneuze-Hélène, c'est une approche, ce n'est pas une méthode. Sneuze-Hélène, ça vient de Hollande et ça a été créé dans le milieu du polyhandicap dans les années 70 par deux jeunes hippies, musicothérapeutes et je crois art thérapeute, mais je ne me souviens plus exactement, Jan Hulseg et Adverel, qui faisaient partie d'un groupe qui ont été embauchés dans l'équivalent d'un service civique au sein de 3 institutions pour personnes polyhandicapées. Et donc, dans leur projet d'animation, ils se sont inspirés d'une expérience qui avait été faite aux États-Unis, qui s'appelle la cafétéria sensorielle. Et ils ont mis plein de petites choses en place jusqu'à récupérer une grande tente de l'armée pendant une fête d'été.
et installer toute une installation sensorielle avec des ventilateurs, avec comment dire, des rideaux, en laine, des tourne-disques avec des lampes et des pots de confiture avec des couleurs pour pouvoir faire des projections, etc. Donc, ils se sont aperçus que grâce à un environnement sensoriel et grâce à un accompagnement particulier, parce qu'il est très important dès le départ que je vous dise que Snooze Alone, ce n'est pas centré sur le matériel. Snooze Alone, c'est avant tout un type de relation particulière dans une ambiance particulière. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est si indispensable et si évident d'utiliser ça auprès du jeune enfant, même non porteur de handicap, dans l'accueil du jeune enfant. Donc, Snooze Alone a été créé dans ce contexte-là. Et donc, suite à toutes ces expériences qui ont créé des moments de relation très particulières entre les personnes polyhandicapées et les personnes qui les accompagnent, une vraie connexion, les deux créateurs de Snooze Alone ont réfléchi et ont écrit un livre que je vous présente là, qui s'appelle Snooze Alone, un autre monde, de Jan Hulseg et Ad Verheul. Alors aujourd'hui, il est introuvable, mais il décrit bien la manière dont Jan Hulseg et Ad Verheul ont pensé Snooze Alone dès le départ et quels sont les grands principes de Snooze Alone. Alors, j'ai repris en petites notes, parce que je ne les connais pas par cœur, les grands principes de Snooze Alone par Jan Hulseg et Ad Verheul. Donc, il disait que d'abord, Snooze Alone, c'est une atmosphère adéquate. Donc, pour créer de bonnes conditions d'environnement, les aspects matériels sont importants, mais pas essentiels. En quoi ça vous concerne dans la petite enfance ? Dans la pratique et dans le concret, on va d'abord essayer de créer une ambiance individualisée et ou commune aux petits groupes d'enfants que l'on accompagne. On ajuste en fonction des communications non verbales des enfants et on crée une ambiance avec la lumière et le son. Et ou le son d'ailleurs. Dans les d'autres grands principes, il y a la possibilité de choisir. Donc, ce n'est pas vous, accompagnants, qui allez proposer quoi que ce soit aux enfants. C'est les enfants qui vont vers ce qui les intéresse. Et uniquement ça. Donc, l'enfant peut arrêter ce moment quand il le souhaite. Il peut ne pas participer. L'accompagnant, c'est en fonction de ce qui l'intéresse et n'a rien à proposer, rien à expliquer et ne planifie pas du tout ce qui va se passer. Ensuite, la possibilité pour chacun de vivre les situations selon son rythme. Dans la pratique, pour vous, c'est ne pas interrompre les enfants, ne pas les presser, prendre le temps de vivre des expériences simples, se laisser émerveiller et vivre des temps hors du temps. Ensuite, la juste durée dans le temps. Nécessité d'y aller progressivement et en fait de s'ajuster en fonction du groupe d'enfants mais aussi des contraintes de la crèche. Le fait de répéter ces expériences, je dis souvent par rapport à la réalité de la crèche, je dirais que si vous arrivez à mettre en place des séances Snooze d'à peu près 20-25 minutes, 1 à 2 fois par mois, vous êtes plutôt pas mal. Si vous y arrivez 1 fois par semaine, c'est génial. Un visiteur, la présentation sélective des propositions sensorielles. Alors là, ça va commencer à répondre
à une de vos questions. L'environnement est souvent trop riche de stimulation et de ce fait risque de devenir chaotique. Dans la pratique et dans le concret, il y a trop d'informations tue l'information. L'environnement en Snozelen doit être sélectif et individualisé. Ensuite, dans les autres grands principes évoqués par Jan Hulseg et Adverheul, il y a l'attitude adéquate. Il faut prendre le temps de s'adapter. Adaptation et expérience progressive permettent d'apprécier l'accompagnement. Les qualités personnelles qui n'ont rien à voir avec les connaissances techniques permettent de toucher leur corde sensible. Vos propres réactions et sentiments seront déterminants quant à la manière d'aborder la personne. Votre plaisir personnel, votre chaleur et votre affection détermineront la patience que vous apporterez dans le contact avec les personnes. Dans la pratique et dans le concret, il faut petit à petit réapprendre à s'ajuster aux communications non verbales des enfants et pouvoir être non directif, c'est-à-dire les laisser faire et s'ajuster à eux. Et enfin, le dernier principe qu'ils ont évoqué, c'est l'accompagnement adéquat. Nous lui laissons le temps de vivre sa propre expérience tout en étant présent. Faites sentir au visiteur que vous partagez l'expérience avec lui. Soyez surtout présent par le corps. L'ambiance et tous les éléments sont idéalement conçus pour inspirer la sécurité et pour pouvoir se rencontrer confortablement. Le visiteur doit sentir qu'aucune prestation n'est attendue de lui. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans la qualité de présence et non dans la stimulation et non dans apporter, animer, expliquer. Vous n'avez pas à faire tout ça en Snozelen. Alors, je reviens à Snozelen dans l'essence. Snozelen, c'est donc, ça a été créé donc en Hollande dans les années 70 et petit à petit, ça s'est développé. Et depuis une dizaine d'années, ça se développe dans la petite enfance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot bizarre ? Snozelen, déjà, c'est un verbe. Donc, quelque part, une salle Snozelen, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, on va snoozelen. Donc, Snozelen, c'est la contraction de deux verbes. Le verbe snuffelen, qui veut dire explorer, fureter. Alors, pour moi, ça veut dire que c'est en fait une ouverture à soi, à son propre ressenti, une ouverture à l'autre et une ouverture à l'environnement. C'est aussi se dire qu'on peut rentrer en relation de manière interactive et de manière active avec l'environnement et avec les personnes autour de nous. Et doezelen, qui veut dire somnoler, pour moi ça veut dire que quand on est, pour pouvoir s'ouvrir, il faut pouvoir être en sécurité et être détendu. Alors qu'est-ce que ça veut dire être détendu ? Être détendu, ça ne veut pas dire être en état de relaxation, je l'expliquerai tout à l'heure. Être détendu, ça veut dire ne pas être stressé. Et donc, ça sous-tend qu'on peut être détendu en étant dans la joie, en étant dans le mouvement. Et donc, une séance Snozelen, ce n'est pas Patrick l'étoile de mer. Enfin, ça peut l'être, mais ce n'est pas spécialement ça. Voilà. Donc merci à tous aussi de me dire bonjour, bonsoir, bonsoir aux personnes qui me connaissent, que j'ai eu la joie d'accompagner en formation. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ce groupe et qui se posent des questions à propos de Snozelen. Et bonjour ou bonsoir à ceux qui vont regarder cette vidéo en rediffusion sur le groupe. J'en étais où ? Alors, pour vous dire un petit peu aussi, Snozelen, il n'y a pas vraiment de définition. Il y a une définition en fonction de l'expérience que vous avez, puisque avant tout, Snozelen, ce n'est pas une méthode, ce sont des expériences.
Et c'est les enfants surtout qui vont vous former. Euh, donc, je vous invite vraiment à pouvoir vous laisser aller, à vous laisser former par les enfants. Il y a une définition que j'aime bien, que j'avais. Euh, attendez, il faut que je la retrouve. Dans les définitions. Alors, c'est la définition d'Elisa Martins. Pour elle, Snooze Alone, c'est un moment de complicité unique où accompagnant et accompagné partagent un instant de vie côte à côte. N'imposez rien, n'attendez rien, ne supposez rien, n'espérez rien. Soyez juste là pour accueillir, donner, recevoir, échanger, et parfois l'inattendu s'offre à vous comme un cadeau inestimable. Voilà, cette définition-là, moi je trouve qu'elle correspond le plus à l'expérience que j'ai de Snooze Alone. Et c'est vraiment pour moi une première approche de ce qu'est Snooze Alone. Alors, qu'est-ce que c'est que Snooze Alone pour moi? Snooze Alone, c'est une approche, c'est-à-dire une manière d'entrer en relation. Snooze Alone, c'est un partage. Snooze Alone, c'est un moment de relation. Snooze Alone, c'est une rencontre. Et souvent, pour vous partager mon expérience, c'est une rencontre qui peut être extrêmement riche d'un point de vue humain, d'un point de vue de l'intensité de la rencontre. Et c'est vraiment un temps un peu dans une bulle. Voilà. Qu'est-ce que ce n'est pas, Snooze Alone? Alors, Snooze Alone n'est pas une pédagogie. Pourquoi? Parce que Snooze Alone n'a rien à voir déjà avec le milieu de la petite enfance, ni en général. Et même si l'état d'esprit, l'approche Snooze Alone, peut transpirer sur plein de pratiques professionnelles de tous les jours, Snooze Alone n'est pas une pensée concrète en lien avec le jeune enfant. Et vous irez voir la définition de pédagogie, ça ne correspond pas à Snooze Alone. Snooze Alone, ce n'est pas une relaxation, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce que la relaxation, ça ne s'applique pas au jeune enfant. La relaxation, c'est la capacité volontaire à relâcher ses muscles et ce n'est pas une compétence possible pour le jeune enfant puisqu'il n'est pas mature au niveau neurologique ni au niveau de la maturation de son schéma corporel et de la connaissance de son corps. On peut se détendre, on peut apporter un moment de relâchement, mais la relaxation comme une médiation et une technique, pour moi, ce n'est pas applicable aux jeunes enfants. Ensuite, ce n'est pas de l'éveil sensoriel, puisque un enfant n'a pas besoin d'être éveillé. En fait, un enfant n'a pas besoin de vous. Il suffit qu'il soit au monde pour être éveillé par tout ce qui se passe autour de lui. Ensuite, ce n'est pas de la stimulation sensorielle au sens de, quand on dit stimulation, il y a souvent l'idée que l'accompagnant est actif et propose des choses et agit de manière active sur l'enfant, comme un massage avec la balle à picot ou des choses comme ça. Non, Snooze Alone, ce n'est pas de la stimulation. Et c'est important de comprendre que ce qui est essentiel en Snooze Alone, ce n'est pas le matériel. Mon expérience à moi, c'est que dans la plupart des cas, je n'avais pas de salle Snooze Alone. J'ai pratiqué Snooze Alone dans
dans une tente quechua, dans un dortoir, avec du petit matériel. Et il n'y a pas besoin forcément, alors si on en a une, c'est super, d'avoir une colonne à bulles ou d'avoir une pièce et d'avoir beaucoup de budget. Mais par contre, il faut mieux mettre de l'argent dans une formation de minimum 2 jours pour pouvoir comprendre, expérimenter cette posture particulière qu'on a pendant ce temps Snooze Alone. Peut-on dire que c'est un outil? Non, pour moi, c'est pas un outil. Pour moi, c'est un temps de rencontre. C'est vraiment un temps de partage et un temps privilégié. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions au milieu. Alors, j'avais noté aussi quelques questions. Faut-il limiter les propositions sensorielles? Bien sûr. En fait, les enfants sont dans un environnement qui est beaucoup trop stimulant pour eux, même à la crèche. Et l'idée de Snooze Alone, c'est vraiment une approche qualitative et pas quantitative, car trop d'informations tue l'information. Alors, je vous dirais en plus, ça je vous propose d'aller télécharger sur les documents de la page tous les cris que j'ai fait sur le matériel. Ils sont trop stimulés avec des sens qui ne sont pas les plus privilégiés chez eux, c'est-à-dire l'auditif et le visuel. Donc, si vous avez envie de faire des achats en Snooze Alone, il y a plein de choses qu'il n'est pas nécessaire d'acheter, surtout quand... en fait, arrêtez d'acheter des jouets lumineux, des guirlandes de Noël et des petites lampes, parce que Snooze Alone, le centre de Snooze Alone, c'est avant tout pouvoir proposer un environnement sensoriel autour de la sensation du corps. Donc je vous invite à aller lire le petit document que j'ai fait sur la page. Comment amener le calme? Alors Snooze Alone n'est pas forcément dans le calme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Snooze Alone, ce n'est pas Patrick l'étoile de mer. Snooze Alone, c'est de la relation. Et je vous invite à aller regarder le petit reportage sur Snooze Alone dans les maternelles. Peut-être que je vous le mettrai sur la page ce soir. Et vous verrez des enfants qui courent et des enfants qui jouent au trampoline sur le matelas à eau. Et Snooze Alone, c'est aussi ça. C'est comment on crée un moment de relation, de partage à travers ce qui est là, à travers l'accueil de ce qui est là chez les enfants. Et ce n'est pas forcément quelque chose de calme, puisque les enfants ne sont pas forcément dans le calme. Alors la question, c'est aussi de savoir, est-ce que vous, quand vous proposez un moment Snooze Alone, est-ce que vous êtes calme ou pas? À quel moment de la journée on peut proposer des séances Snooze Alone? Eh bien écoutez, à n'importe quel moment. Là, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas spécifiquement de réponse à vous apporter, puisque ça dépend de l'organisation de la crèche, ça dépend de la logistique, ça dépend de votre espace, ça dépend des enfants. Donc en fait, soit vous pouvez dans les premiers temps programmer ça à un temps particulier, parce que du coup, dans l'organisation générale, vous savez que à ce moment-là, il va y avoir Snooze Alone. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir y aller au feeling. Après, tout dépend le nombre d'enfants, tout dépend le nombre de professionnels, etc. Alors, j'ai une question d'Angèle qui me demande si Snooze Alone se réalise donc dans la pénombre ou pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de la réaction des enfants. Il y a des enfants qui n'aiment pas être dans le noir. Voilà, Snooze Alone, c'est avant tout une bulle où il y a effectivement moins de stimulation. Donc, la lumière étant une stimulation, forcément, l'idée c'est de ne pas avoir des éclairages avec des néons et tout,
mais une ambiance un peu plus cosy, un peu plus tamisée, mais pas forcément dans le noir. Donc je mettrai pour Audrey me demande de mettre le lien sur le reportage des maternelles, je le mettrai juste après ce Facebook Live. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc sur le moment de la journée, c'est un peu quand vous le sentez. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? J'ai envie de vous inciter à aller regarder le document. Et il y a une petite précision que je voulais avoir. Un espace Snooze Alone, qui soit éphémère ou fixe, ne peut pas se faire au sein de la salle de vie. Ce n'est pas un coin de la salle de vie. Pourquoi? Parce que le fondement de Snooze Alone, c'est profondément que l'adulte et les enfants soient disponibles et d'être vraiment dans un espèce de cocon et dans une bulle. Donc dans la salle de vie, mettre un espace sensoriel, ce n'est pas du Snooze Alone. Ça peut être extrêmement intéressant de mettre une petite tente avec des jouets sensoriels dedans, mais on ne sera pas dans du Snooze Alone. Voilà, c'est deux choses différentes. Snooze Alone, vous pouvez le faire dans un dortoir, vous pouvez le faire dans le bureau du pédiatre qui ne vient pas souvent, vous pouvez le faire dans une salle d'eau, vous pouvez le faire dans plein d'espaces disponibles. Et donc voilà. Alors la nuit est tombée, il y a moins de lumière tout d'un coup. J'espère que vous me voyez bien quand même. Je vais donc finir ce Facebook Live. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez regarder plusieurs fois avec les rediffusions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis en fonction de vos envies, de vos besoins, je pense que je referai un Facebook Live jeudi prochain à 19h. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à inviter les personnes que ça peut intéresser, déjà sur cette page et aussi au Facebook Live. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon confinement et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Bonjour du Québec, bonjour Nathalie, bonne soirée, au revoir.